Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'allais dire nouveau retour de lecture, mais retour de lecture un peu particulier. Et ça va pas être la même chose que d'habitude. Donc on va parler d'Harry Potter à l'école des sorciers. Évidemment, ce n'est pas ma première lecture. Ici j'ai la version 20e anniversaire collector de la mort qui tue. T'as compris les bails. Et donc, évidemment, je l'ai lu dès sa sortie, je l'ai relu, relu quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent aussi encore, mais un peu moins. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas relu. Et là, je me suis fait un plaisir. Je me suis dit, allez, c'est la rentrée, on va se taper un Harry Potter par mois, à peu près. Je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je vais en relire régulièrement. Et on commence par le commencement. Et j'ai beaucoup de choses à en dire, avec aussi, ce qui peut être intéressant, c'est mon point de vue d'adulte qui est fort différent par rapport à mon point de vue d'enfant, évidemment. C'est ça la force d'Harry Potter, je trouve, c'est que tu peux avoir, évidemment, tu t'émerveilles avec la magie, Harry Potter, le méchant et tout, de ton point de vue d'enfant, mais quand tu as un point de vue d'adulte, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes et dire des évidences, mais tu as un point de vue, tu vois beaucoup plus de choses, tu peux lire entre les lignes et voir des messages là où tu peux en voir, et c'est bien évidemment ce qui m'est arrivé ici. Je vais essayer de rester cohérent, alors je vais pas vous présenter trop Harry Potter à l'école des sorciers de Weir, vous voyez j'ai l'affiche ici du premier film. Donc c'est l'histoire de Harry qui vit chez les Dursley, son oncle et sa tante, ses parents sont morts, et son oncle et sa tante sont des gens extrêmement normaux, ils adorent la normalité et tout ce qui a attrait. Ils détestent tout ce qui est à voir à l'imagination, et ils ont recueilli Harry, leur neveu, quand il était bébé, sauf que ce Harry va se révéler en fait être un sorcier et il va aller au collège de Poudlard, école de sorcellerie, pour vivre sa vie de sorcier et il va lui arriver des bricoles, vous les connaissez. Voilà, j'ai vraiment pas fait d'effort pour ce résumé, mais après tout le monde connaît. Je vais juste vous donner mon avis sur ce scénario, sur la façon dont il est foutu, dont il est construit. Je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail des choses que j'ai remarquées. Ensuite, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. J'adore, évidemment, je suis un giga hyper grand fan d'Harry Potter. Évidemment, chaque fan d'Harry Potter pense qu'il est lui-même le plus grand fan, ce qui est évidemment mon cas. Je ne suis pas un fanatique qui appelle Harry, Ron et Hermione le Golden Trio, ce qui a tendance à m'agacer très fortement. Mais enfin, je n'en suis pas vraiment si loin. Je trouve que commencer en fait une saga comme Harry Potter, c'est vraiment extrêmement bien foutu, extrêmement bien écrite, et surtout ce premier tome. Pour moi, le premier tome est vraiment le meilleur des meilleurs, parce qu'il est extrêmement bien construit et il est compréhensible pour les petits. À partir du moment où tu sais lire, je trouve qu'à partir de 7 ans, 6 ans ça fait encore un peu tôt, quand tu arrives au CP ou une grande section de maternelle, mais à partir de 7 ans, tu es en CP, CE1, tu peux commencer à lire Harry Potter et vraiment tout bien comprendre, et même à l'univers qu'on nous décrit, en fait. Commencer à partir de rien, moi je trouve ça indispensable. Commencer même insister sur le fait que les Dursley, ils adorent la normalité, et ce qui sort de la normalité, c'est absolument pas considéré, c'est pas imaginable. Et bien, mais je trouve ça absolument génial comme ça, en fait, elle a pu rajouter des petites touches de magie et d'anormalité à chaque fois, ce qui fait que eh ben, les enfants peuvent assimiler ces informations au fur et à mesure. C'est vraiment penser, je trouve, alors je sais pas si elle l'a fait exprès, J.K. Rowling en tout cas, c'est vraiment pensé vraiment pour qu'un enfant puisse l'assimiler, c'est vraiment pensé pour les enfants. Ça permet aussi de découvrir l'univers en même temps que le héros. Harry non plus, il savait pas que c'était un sorcier. J'enfonce des portes ouvertes encore une fois, mais il faut bien, il faut bien se mettre ça dans la tête, le fait que c'est pas anodin ce type d'histoire. À part Harry Potter, genre tu démarres de rien, mais genre de zéro, et ensuite tu découvres petit à petit, marche après marche, pas après pas, cet univers magique là, c'est pas anodin, et j'ai regardé un petit peu, alors très très vite, très succinctement, est-ce que ça a été fait avant ce genre de choses.
et ben, j'ai pas tellement trouvé. J.K. Rowling a été la première à faire ce type ce procédé-là, partir de zéro. Et Harry ben, arrive dans son école et petit à petit, et il découvre mais vraiment progressivement la magie. Parce qu'avant, les romans fantasy ou fantastiques, c'est boum, t'as le héros, et en fait, il connaît déjà tout, et toi, ben, tu rames pour essayer de tout assimiler par toi-même, avec tout, dans ta lecture, avec tout ce que tu découvres d'un seul coup. Entre les coutumes, la magie, les espèces, les rituels, les langages, t'as tout d'un seul coup qui te tombe sur le coin du nez. Je pense même au Seigneur des Anneaux, je pense même à Game of Thrones, tu dois tout assimiler d'un seul coup. Et Harry Potter, non. C'est un bonjour, je m'appelle Harry, je suis un garçon normal, et petit à petit découvre ben, que c'est pas forcément un garçon normal, qu'il est extraordinaire, que c'est un sorcier, et puis voilà, ah ben tu savais pas chez les sorciers il y a ça, et puis petit à petit, il grimpe les marches, et on grimpe les marches avec lui, et c'est pour ça qu'Harry Potter ça a tant de succès, et moi je trouve ça génial, et ça paraît peut-être évident aujourd'hui pour tout le monde, mais je trouve que c'est bon de le rappeler, et que c'est absolument pas anodin comme façon de faire. Elle a été la première, alors je dis peut-être une énorme bêtise, mais je pense qu'elle a été la première à le faire, et elle, depuis Harry Potter à l'école des sorciers, en tout cas les premiers tomes, on voit plein de sagas devenues connues aujourd'hui qui font exactement la même chose. Il y a énormément de sagas copier-coller d'Harry Potter. Il ne faut pas oublier que c'est J.K. Rowling qui a commencé et que son succès, elle le mérite. Je trouve que en tout cas dans ce tome-là, parce qu'on parle vraiment de Harry Potter à l'école des sorciers, je parle pas de la saga en général, je m'attarde vraiment sur ce tome 1, ce qui m'a fait ressentir ce que j'en pense. Encore une fois, ce n'est que mon avis, alors les soi-disant fans et spécialistes d'Harry Potter, ne venez pas râler dans les commentaires, j'aurai toujours un argument pour vous contredire. Donc ne vous en faites pas, soyez gentils. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans extrêmement vénères. C'est comme les fans de One Piece, voilà, ce genre de communauté qui veulent absolument avoir raison quand vous n'êtes pas de leur avis. Donc ces gens-là, barrez-vous, ça, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Ce n'est que mon humble avis. Donc je trouve encore une fois que c'est extrêmement bien foutu parce que c'est vraiment un chapitre. Je crois qu'il y a 17 chapitres. Je ne sais plus, une petite vingtaine de chapitres. Attendez, je regarde vite fait. Voilà, 17 chapitres. Et un chapitre, une action. C'est à la fois compréhensible pour les enfants, mais l'action, elle est suffisamment importante pour contenter les adultes. Je ne sais pas si je suis clair. Donc voilà, chapitre 1, c'est vraiment bonjour, c'est les Dursley. Chapitre 2, tu vois vraiment bonjour, tu es un sorcier. Et c'est vraiment c'est vraiment un chapitre, une action. Genre, un chapitre, bon, oh, là c'est le match de Quidditch, chapitre d'après, bon ben vas-y, là c'est le cours de potion, le chapitre d'après, on a, voilà, il n'y a rien qui se mélange, il n'y a pas 36 actions en cours à chaque fois, tout va dans l'ordre. Et c'est vraiment extrêmement appréciable pour la compréhension, parce qu'encore une fois, un gamin de 6 ans j'exagère, de 7 ans, 8 ans peut le lire et tout comprendre et ne pas être perdu et ne pas devoir le relire une deuxième fois. Tu l'as lu une fois, t'as absolument tout compris et c'est ça aussi qui fait sa force et qui fait ce succès. Voilà, j'ai noté, je regarde mes notes encore une fois, tu connais. Là, j'ai noté page 119. Il est à peine, alors sur 357 pages, on est au tiers du roman et il est à peine sur la voie 9 3 quarts. Donc c'est dire si en fait tu passes pas ta vie à Poudlard, tu passes vraiment beaucoup de temps chez les Dursley. C'est vraiment, quand je vous dis que c'est une progression extrêmement lente et qu'on peut vraiment progresser avec lui et qu'on grandit littéralement, parce que moi je fais partie de la génération, j'ai 33 ans pour tout vous dire, et j'ai littéralement grandi avec Harry Potter. J'ai grandi, parce que j'ai le même âge que Daniel Radcliffe. Tu vois. Donc je suis vraiment pile la génération qui a le même âge que Harry et qui a grandi avec et qui a lu les livres Day One à la sortie, tu vois. Et ça a joué vraiment énormément. Aussi bien la compréhension que on peut s'identifier vraiment à Harry, c'est un garçon normal, et si moi aussi je recevais ma lettre pour Poudlard, ce sont des choses extrêmement simples qu'on prend pour acquis, mais qui est bon, encore une fois je trouve de le rappeler, parce que ça fait vraiment la force d'un récit, c'est des choses simples, c'est pas forcément, j'allais dire c'est pas travaillé, bien sûr que si, mais vous voyez ce que je veux dire,
mais arrivé là, c'est des plus gros cartons que les Game of Thrones hyper travaillés avec 100 000 familles qui ont des intrigues différentes. J'adore Game of Thrones, c'est génial, mais je trouve Harry Potter meilleur. Et là, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde, mais j'assume ce que je dis. Donc je trouve aussi, voilà, au-delà d'être juste une petite histoire d'un garçon sorcier, moi aussi, du coup, ce que j'y vois, c'est l'histoire, c'est une transition. C'est passer d'un monde à l'autre, comment Harry gère ça psychologiquement, les conséquences que ça va avoir dans sa vie de moldu, tout en découvrant les tenants et les aboutissants de sa nouvelle vie de sorcier, comment gérer les deux mondes en même temps, et tout en progressant dans le monde des sorciers. Parce qu'il peut plus progresser dans le monde des moldus. Il est arrivé à zéro, si tu veux. Il peut plus progresser. C'est juste un moldu. Il peut que progresser dans le monde des sorciers, mais comment à la fois gérer sa vie de moldu, son oncle et sa tante, et le fait de pas se faire découvrir en tant que sorcier. Et comment gérer les deux. Et je parle même pas encore de la célébrité, qui est une autre question. Parce que comment gérer sa célébrité, que tu le découvres en un claquement de doigts, voilà, t'es une star Disney, t'es Britney Spears ou Justin Timberlake, pardon, il y a 20-25 ans, tu fais une série et du jour au lendemain tu deviens célèbre. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça quand t'as 10-11 ans? Et ça c'est extrêmement compliqué. Et je trouve que y a pas mal de choses. Je pourrais refaire une vidéo complète aussi là-dessus, mais aussi l'histoire d'une transition d'un enfant ou même d'un adulte, ça pourrait être un adulte, comment il fait pour gérer psychologiquement un changement si soudain, d'un changement de statut et un changement même limite physique. Tu vois, tu découvres t'es un sorcier, en plus t'es célèbre, comment tu fais pour gérer tout ça? Et en plus t'as un méchant, et un énorme poids sur les épaules qui vient d'un seul coup, comment tu fais? Finalement, quand t'es un garçon tout à fait normal, t'as rien de particulier, et bonjour, t'as tout ça sur les épaules d'un seul coup. Et c'est ça aussi en tant qu'adulte qu'on peut voir comme, je veux dire comme message, mais qu'on peut avoir comme lecture et qui est vraiment extrêmement intéressant. Et je encourage les adultes à relire Harry Potter pour tout ça aussi. Alors, après, je passe à autre chose, mais page 164, je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé très drôle. Harry qui fait le rêve du plot twist de fin. Alors, je vais aller page 164. Harry a rêvé du plot twist final. Et ça, genre, je sais, je regarde pas les vidéos YouTube Harry Potter de tous ceux. Il y a beaucoup de chaînes YouTube Harry Potter. Je vous ai vu, je vous connais, je les ai vus. J'en ai regardé pas mal pour voir un petit peu ce que c'était. J'ai vu que c'était pas ouf. Et ensuite, je suis passé à autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été remarqué ou pas, parce que je ne me suis pas forcément intéressé. Mais il a fait un rêve, si tu veux. Page 165, voilà. Harry voulut répondre, mais il tomba endormi. Peut-être était-ce à cause de son trop copieux repas qu'il fit un rêve étrange. Il portait le turban du professeur Quirrell, et le turban ne cessait de lui répéter qu'il ferait mieux de se faire transférer à Serpentard, car telle était sa destinée. Harry répondait qu'il ne voulait pas aller à Serpentard. Le turban devenait alors de plus en plus lourd. Harry essayait de l'enlever, mais il lui serrait douloureusement la tête. Et il voyait Malfoy, qui riait en le regardant s'exprimer en vain. Puis Malfoy prenait l'apparence de Rogue. Le professeur au nez crochu, et son rire devenait de plus en plus sonore, de plus en plus glacé. Un éclair de lumière verte avait alors jailli, et Harry s'était réveillé, le corps tremblant, baigné de sueur. Donc en fait, il a un peu rêvé du plot twist final, quoi. Y a Voldemort derrière. Alors, je vais spoiler, parce qu'il y a pas un moment. Harry Potter, ça a 25 ans et le film a 20 ans, donc à un moment, je ne veux pas que vous vous plaigniez que je spoil, hein. Donc il a vu qu'il y avait, il a rêvé qu'il y avait Voldemort derrière la tête de Quirrell, qu'il a enlevé son turban et tout. Il a rêvé du délire du turban de Quirrell. J'ai lu ça, j'étais mort de rire. Je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça génial. En fait, elle a tout révélé. Là, page 165. Je me suis dit, c'est du génie. Et personne, enfin en tout cas, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais vu. Je n'ai vu personne le calculer. Je trouve ça trop cool. Ça m'a trop fait rire en tout cas quand je l'ai lu. Si vous aussi vous aviez remarqué ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Est-ce que je suis le seul ou pas? Je ne pense pas l'être, on n'est jamais les seuls. Mais bon. Alors je parle depuis beaucoup trop longtemps sur le même sujet, je voudrais revenir sur le style d'écriture de J.K. Rowling qui encore une fois est extrêmement simple mais efficace avec des métaphores, des comparaisons très simples mais efficaces. C'est compréhensible de tout le monde et en fait avoir une écriture je trouve si claire. Écrire simplement, c'est pas un défaut.
Pour moi, écrire aussi simplement et à la fois aussi efficacement, c'est une qualité parce que il y a très peu de monde qui savent faire ça, parce que c'est les meilleurs romans. C'est vraiment les meilleurs romans, écrire de manière si fluide, si simple, si efficace, être aussi clair. Parce que pour décrire Poudlard, un monde de sorciers et tout, mais à la fois être une écriture si normale, si simple, si bateau, si claire, tu comprends toutes les émotions, t'arrives à te figurer tout, et pourtant l'écriture est tellement banale, et tellement simple, et compréhensible même par les enfants, quoi. J'ai la fille d'une amie qui, maintenant, a 9 ans, je lui ai offert il y a un an ou deux Harry Potter, elle l'a lu, et il y a pas eu de souci, quoi. Il n'y a eu aucun problème. Et ça, encore une fois, je trouve ça extrêmement fort. Donc le style d'écriture est vraiment très cool, et c'est une nouvelle force de J.K. Rowling. Les personnages, voilà, je vois mes petites choses, mes petites notes, j'essaie de faire dans l'ordre, mais les personnages, je les trouve encore une fois très cool. Il n'y a pas beaucoup de personnages de mis en avant là-dedans, même si on a énormément de cités. Voilà, il y a les Dursley qui sont très mis en avant, il y a Harry et Ron, et ben Hermione, c'est pas que c'est un personnage secondaire, mais elle apparaît très tard, elle a de l'intérêt très tard, et c'est vraiment, limite, ouais, c'est un personnage secondaire dans ce tome 1, même si, évidemment, dans le dernier tiers, elle est là, et puis à la fin, quand ils doivent passer les épreuves, quand ils passent Touffu et tout, et les épreuves de chaque prof, elle est là, et elle aide, voilà, le trio est là, mais sinon, c'est un personnage assez secondaire dans le roman, et j'avais oublié à quel point elle arrivait si tard dans le livre, et ça m'a vraiment étonné parce que tu lis pour la première fois Harry Potter à l'école des sorciers, tu dis pas Hermione c'est le main, tu vois. Tu dis pas Hermione c'est une goth, vas-y, il y a le trio. Pas du tout, tu dis c'est Harry et Ron. Hermione, c'est pas que tu t'en fous, mais tu t'attends pas à ce qui va se passer. Vraiment pas. Et pour moi, c'est vraiment Harry qui est au centre du truc et qui a vraiment de l'intérêt. Les autres personnages, bon, on peut bien aimer Ron. Alors moi, je ne suis pas fan du tout de Ron, je n'aime pas du tout Ron, dans la globalité. Mais dans le 1, je l'aime bien, dans les deux premiers romans. Donc dans celui-là, je l'aime bien, je le trouve vraiment très sympa. Il aide vraiment, il sert vraiment à Harry aussi de guide dans le monde magique. Mais encore une fois, en douceur, parce que lui aussi, c'est un enfant de 10, 11 ans, et il ne sait pas tout, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, donc c'est vraiment un premier pas, Ron, vers le monde des sorciers qui est idéal, et qui est vraiment bien foutu, bien écrit. Et ça c'est encore une force de Harry Potter, et je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas lu, et parce que je vois encore beaucoup de monde dire Harry Potter c'est pas ouf, mais lisez-le, et ouvrez les yeux, parce que vraiment c'est excellent, à tout âge. Et on ne s'ennuie vraiment pas, on n'est pas confus, le rythme est très bien fait, c'est assez haletant, on a plein de questions qu'on se pose tout au long de la lecture, et on attend vraiment les réponses à la fin qui sont toutes données, globalement. On en a encore quelques-unes, ce qui fait qu'on a envie de lire la suite. C'est vraiment l'équilibre, je trouve, l'équilibre parfait, qui à la fois est compréhensible par les petits comme par les grands. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Alors j'avais mis aussi pour la fin, rassurez-vous, j'ai bientôt fini. J'ai noté les. Et alors dans le livre, alors pour ceux qui n'ont pas lu les livres, et je sais que vous êtes très nombreux à n'avoir seulement vu que les films, il n'y a que 4 sorts qui sont énumérés, qui sont vraiment prononcés. Genre je lève ma baguette magique et je prononce ce sort-là et ça fait ça. Il n'y a que 4 sorts clairs, nets et précis dans le livre. C'est Alohomora, où Hermione, au moment où Hermione ouvre la porte quand ils veulent échapper à Rusard, et ils tombent sur Touffu. Alohomora, il y a Wingardium Leviosa, avec la scène où ils apprennent le sort chez Flitwick, pendant le cours de sortilège. Il y a Locomotor Mortis, le bloc-jambe, et le sortilège bloc-jambe, et Petrificus Totalus à la fin, ouais, c'est ça, Hermione s'en sert contre Neville. Il n'y a que ces 4 sorts là. Le reste, les autres sorts qu'on peut voir dans le film qui sont prononcés, ben dans le livre, c'est seulement, ben, il agitait sa baguette, il marmonna une formule, et pouf, ça fait ça. Donc concrètement, les films ont rajouté énormément de lore qui a été inventé et ensuite qui a été accepté par tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que dans les livres, eh bien, concrètement, il y a énormément de sorts et de lore qui n'existent pas. C'est comme dans les mangas.
Ce qui est réel, c'est ce qui est écrit. Ce qu'il y a dans les films, c'est qu'une adaptation. Il ne faut pas accepter tout ce qu'il y a dans les films. Voilà. Donc certains, je sais que je vais me fâcher avec beaucoup de monde en disant ça, mais c'est comme ça. Il y a des choses aussi que j'ai vues dans le livre que j'avais un peu oublié. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est bête qu'il soit pas dans le film, parce que j'ai tellement vu le film, et je me le remate encore régulièrement, mais le livre, c'est beaucoup moins évident, et j'ai bien fait de le relire, parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées. Donc notamment Peeves. Donc je savais qu'il existait, mais il a vraiment une présence très forte dans le livre. On le voit vraiment régulièrement. Il fait ses farces. Donc c'est l'esprit frappeur. Donc on nous précise en plus que c'est pas un fantôme, c'est un esprit frappeur. C'est différent. Donc on n'a pas Peeves dans le film. Je le regrette vraiment parce qu'ils ont été capables de nous sortir des fantômes. Et soi-disant, ils n'avaient pas le budget pour nous mettre Peeves dans le film. Et ça, j'ai un peu du mal à avaler cette explication. Il y a aussi le match de Quidditch que Rogue arbitre parce que oui, en fait, premier match de Quidditch, rappelez-vous, euh, il croit que Rogue en fait lance un sort au balai de Harry, voilà en le regardant vraiment Harry dans les yeux machin, et son balai se met à virer de bord, à faire n'importe quoi, et là Harry ne tient plus sur son balai. Et donc le match d'après, c'est Rogue qui l'arbitre à la place de Madame Bibine. Ils se disent merde, c'est Rogue qui arbitre, on est dans la merde. Et je suis un peu déçu parce que ça prenait que 5 minutes, peut-être 10 top chrono, de faire une scène où le match de Quidditch suivant, c'est Rogue qui l'arbitre parce que c'est vraiment important dans le scénario, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, ça fait partie des choses. Bon, Peeves à la rigueur que tu le mettes pas, c'est pas grave, j'accepte. Mais que ce match de Quidditch là, je trouvais assez important quand même. Ça rajoutait de la tension, ça rajoutait du drama, ça rajoutait pas mal de choses, et ça pourrait pas pris énormément de temps. C'est pareil, Harry et Hermione qui conduisent donc Norbert, le dragon que Hagrid élève chez lui, ils le prennent et il l'emmène en haut de la tour d'astronomie. C'est le frère de Ron, des potes du frère de Ron, Charlie, qui viennent le chercher. Et je trouve dommage. Encore une fois, c'est une scène qui aurait duré 5 minutes et qui pourtant est important dans l'histoire. Et l'épreuve de Quirrell à la toute fin, parce que chaque professeur protège la pierre philosophale avec une épreuve, et en fait, il y a deux épreuves qui ont été zappées dans le film. Bah, c'est l'épreuve de Quirrell, parce que lui aussi, il a protégé la pierre, il a mis un énorme troll dans une pièce, et en fait, il fallait juste combattre le troll. Et il n'y a pas ça. Donc ok, Harry et Hermione, ils tombent sur le troll déjà évanoui, mais ça aurait pris 30 secondes en fait, de faire un troll évanoui dans une salle. Ils disent ah bah merde, le troll il est là, il est évanoui, bon on passe à côté, salut. Et l'épreuve des potions de Rogue, où Hermione brille, où avec sa logique, elle arrive à déterminer quelles sont les potions qui ne sont pas du poison pour pouvoir avancer, continuer à avancer, traverser les flammes. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir mis parce que moi ça me paraît primordial, encore une fois. Après voilà, les fans, les vrais fans d'Harry Potter vont m'expliquer que j'ai tort. N'hésitez pas dans les commentaires, je ne posterai pas, je ne posterai pas ces commentaires. J'aimerais dire deux mots pour terminer sur J.K. Rowling. Parce que pour moi, évidemment, parce que J.K. Rowling, elle a énormément. Voilà, maintenant c'est une transphobe avérée, vous voyez. Et je suis évidemment contre tout ce qu'elle a pu raconter, voilà, sur les gens trans. Je ne suis pas transphobe du tout. Mais, évidemment, je suis complètement contre tout ce qu'elle a dit. Mais, il ne faut pas oublier que c'est elle qui a écrit Harry Potter. Il faut pas oublier que c'est elle qui est à la base de tout. Tout est venu d'elle, de son imagination. Il ne faut, je trouve que ce n'est que mon point de vue personnel qui ne tient qu'à moi. Je ne trouve c'est une mauvaise idée de la renier de tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a tout écrit, tout imaginé, et même les livres de cours ont été écrits et qu'on peut vraiment acheter dans la vraie vie. La bibliothèque de Poudlard existe vraiment, et c'est elle ça vient d'elle tout ça. C'est elle Harry Potter en fait. Et vouloir évincer J.K. Rowling de ce qu'elle a créé, c'est une très mauvaise idée. C'est idiot. C'est idiot. C'est tout, c'est complètement con. Évidemment, il faut condamner tous ces propos transphobes, mais il ne faut pas oublier que Harry Potter, c'est elle. C'est la maman d'Harry Potter. Et c'est son œuvre.
Et il ne faut pas oublier que vous êtes fan d'Harry Potter. On n'est pas obligé d'être fan de l'auteur, mais vous êtes fan de l'histoire. Et il ne faut pas renier que c'est elle qui l'a écrit. Ne faites pas cette bêtise-là. Il ne faut pas non plus que d'un autre côté, si vous adoriez Harry Potter, que du jour au lendemain, vous le dites, ah bah non, finalement Harry Potter c'est pas bien, regardez, elle a dit des propos, l'auteur c'est devenu une connasse, donc finalement non, voilà. Non, il ne faut pas être bête. Je suis d'accord, J.K. Rowling maintenant, voilà, c'est pas ouf, mais je continue d'aduler, d'adorer son œuvre qu'est Harry Potter et tout le Wizarding World. Je kiffe toujours autant ça, je continuerai de les lire, je continuerai de lire ce qu'elle écrit, parce que ça reste, malgré tout ce qu'elle a dit et fait de mauvais, une excellente auteure. Et je lirai la suite, je referai ce même type de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce ne sera pas trop long, j'espère avoir été complet dans ce que je voulais dire, j'espère que ça n'a pas été trop chiant à écouter, donc n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je déroge un petit peu de mon thème de polar. Je sais, parce que ma chaîne c'est les polars d'Alistair, je parle d'un roman fantasy fantastique. Voilà, petit écart, voilà, que je fais de temps en temps. J'ai fait l'overlay là exprès, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à mon Instagram, les polars d'Alistair, à ma chaîne YouTube, les polars d'Alistair, et à ma chaîne Twitch, où je fais un live quand j'ai le temps, de temps en temps, Alistair Live. Tous les liens seront dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.